Quand tu lances un business, tu as toutes les raisons d'échouer. Vraiment, tout est contre toi. Tu te lances dans un truc où tu n'as pas de knowledge. Tu te lances dans un truc où je crois que c'est 2 tiers des entreprises qui se lancent ferment au bout d'un an, un truc comme ça. Donc les stats sont contre toi. Les gens souvent sont contre toi parce qu'ils ont peur pour toi. Pourquoi Microsoft? Comment est-ce que tu en es arrivé là? C'est les Américains. Si t'es bon, t'es récompensé. Si t'es nul, tu dégages. Et puis j'avais besoin pour une question d'ego et de prestige d'être dans une boîte où quand tu le dis à quelqu'un, c'est incroyable. Je me souviens que le premier jour à Microsoft, j'ai eu mon badge. Je suis sorti, je me suis mis devant les locaux qui sont à Issy-les-Moulineaux et j'ai pris un selfie avec mon badge, mais on aurait dit un enfant, tu vois. Mais j'étais tellement fier de moi, de me dire, ah, je suis dans la plus grande boîte du monde. L'entrepreneuriat, tu as une idée. Ouais. Tu sais où tu veux aller. Ouais. Mais on va se dire la vraie chose, tu n'as aucune idée comment tu vas y arriver. Je voudrais savoir c'est quoi la plus grosse vente que tu as vendue. Mais avant même de te poser celle-là, celle qui m'intéresse, c'est quoi la vente la plus significative? Et on ne parle pas forcément ici de chiffres, mais celle qui a vraiment une signification pour toi. J'ai vendu un appart dans le neuf à une dame qui venait de perdre son job et qui n'avait plus de visa 3 mois plus tard. Et en gros, sur le papier, tout était fait pour pas qu'elle achète parce qu'elle était du coup pas finançable et elle connaissait pas son avenir et je lui ai cassé le cerveau. Mais on allait très loin dans le mindset, machin et tout. Et elle a signé. J'ai eu un appel, Kevin, où est-ce que à la fin de l'appel, la personne a juste me regardé, elle a raccroché. Je l'ai amenée à un point à être face à ses propres contradictions, Ouais. qui fait qu'elle a deux choix. Soit elle achète, Ouais. soit elle fuit. Soit disparaît. Moi, j'ai vu la vraie diff, qui a toujours fait la diff pour moi. C'est ceux qui sont juste. C'est quoi les plus grandes erreurs que tu vois les closers qui sont formés sur le marché aujourd'hui faire? Salut Kevin. Hello. L'idée, c'était de faire une interview sur qui tu es pour que ton audience apprenne vraiment à te connaître et puisse savoir qui tu es, où est-ce que tu veux aller et c'est quoi ce que tu vis actuellement. Est-ce que tu sais en quelques mots te présenter, nous dire qui tu es et nous parler un peu de ton histoire? Yes, carrément. Bah, merci déjà. Donc, je m'appelle Kevin, j'ai 33 ans depuis très peu de jours. Ça fait bizarre de toujours parler de son nouvel âge, tu vois. L'âge du Christ? L'âge du Christ, ouais. Ça veut dire que si je fais un an de plus, j'aurais fait mieux que le Christ. C'est un sacré. Ça commence bien. Là. Ça commence bien l'interview. Je mets juste la barre un peu haute, tu vois. Donc ouais, j'ai 33 ans, je suis originaire de France, du sud de la France. J'ai grandi à Cannes. Je suis quand même issu d'une culture mixte entre ma mère qui est suédoise, mon père qui est juif séfarade, donc un peu le chaud et le froid, et ça fait beaucoup partie de ma personnalité, où je peux être très analytique, calme comme personne, mais aussi très sanguin, chaud et impulsif. Je pense que j'ai un parcours qui est intéressant, pas parce que c'est le mien, mais parce que peut-être qu'il sort un peu de ce que vous pouvez retrouver sur YouTube, Instagram, etc. Dans le sens où à la base, je suis pas censé être devant vous en fait. Moi, j'ai un parcours corporate et académique qui est excellent. J'ai fait une école de commerce, j'ai un bac plus 6, Montpellier Business School. J'ai eu aussi un bachelor en Chine, j'ai travaillé à Microsoft. J'aurais dû faire une carrière par exemple dans les éditeurs logiciels où j'aurais gagné certainement 250 000 € par an à faire un truc qui me plaît pas, mais où tout le monde s'en contente parce que quand tu as une Porsche de fonction et que tu gagnes 250 000 balles par an, c'est très cool. Et puis ça m'a pas plu, j'ai créé un premier business improbable dans les douchettes WC. Je sais pas si tu es déjà allé au Bled, au Maghreb ou des trucs comme ça. Tu sais, les douchettes pour. J'ai créé ça s'appelait Vivo WC, sauf que c'était pour remplacer la brosse à toilette. Ça pourrait faire l'objet d'une vidéo très longue pour le pourquoi du comment, mais j'ai lancé ce business-là qui a plutôt bien marché. Et ce qui nous a tués, c'était notre succès en fait. On a eu beaucoup trop de commandes, beaucoup trop de problèmes de stock et on avait peur d'investir. Donc notre problème était dans le succès et le mindset qu'on avait. Et du coup, je suis retourné dans le salariat en gardant cette boîte-là qui tournait un peu automatiquement pour me refaire et pour apprendre. Ce qui est marrant, c'est que moi à l'époque, je savais pas que les coachs existaient. Donc je me suis dit, le seul endroit où je peux apprendre, c'est dans une société avec un bon patron. Et du coup, j'ai appris pendant 2 ans et 8 mois dans une boîte qui s'appelle lehibou.com. Je suis arrivé, ils faisaient 1 million d'euros et aujourd'hui, ils font 114 millions d'euros. Ils sont dans la French Tech et tout, donc super boîte, super patron qui m'a vraiment perfectionné sur la vente parce que j'ai toujours fait de la vente. Et ce gars, c'était une bête de vente et il m'a beaucoup challengé et c'était vraiment exceptionnel. Donc mon parcours, en fait, c'est énormément autour de la vente, du B2B, du B2C, de la vente simple, de la vente complexe, de la vente en porte-à-porte, au téléphone. J'ai vendu des produits, j'ai vendu sur des marchés, dans des vides-greniers et j'ai aussi vendu des missions de consulting à plusieurs millions d'euros. Et puis à un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas faire du coaching? J'avais fait un peu de formation, j'avais été prof dans des belles écoles et je me suis lancé dans le coaching et ça a été un fail. Concrètement, ça a été un vrai fail. J'arrivais pas à attirer des clients, donc compliqué. Et c'est là où j'ai créé un séminaire qui s'appelait Vision. L'idée c'était simple, j'étais pas assez bon en création de contenu pour attirer des gens. Je me suis dit, je vais créer un séminaire, je vais ramener des gens très connus, comme si je prenais des marques de luxe, Louis Vuitton, Hermès, Gucci.
Moi, je vais me mettre au milieu du magasin et on va se dire, bah, lui aussi, peut-être une marque qu'on ne connaît pas, mais c'est genre Givenchy et peut-être ça va donner. Et en fait, j'ai créé ce séminaire-là Vision et c'est devenu assez fou et ça m'a donné de la visibilité et ça m'a permis de vraiment me lancer dans le business online, on va dire. J'en ai fait plusieurs. J'ai fait du coaching, de la formation, j'ai managé des équipes de vente, c'est comme ça d'ailleurs que je t'ai rencontré, à travers un groupe de closing. Et puis à un moment donné, j'ai tout quitté récemment. J'ai tout quitté parce que je n'étais plus du tout aligné, parce que j'avais pris beaucoup de douilles et je suis retourné dans un mode pas du tout de salariat, mais dans un mode de vente. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vendu en fait. Je vendais mes formations et je coachais des gens à vendre. Et j'ai travaillé avec une personne, et je continue à travailler avec une personne que tu connais, qui s'appelle David Broman, pour le coup, en parallèle de mes autres activités. Et ça a pris de plus en plus de place. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. J'ai un côté un side project avec mon père autour de l'art, qui est aussi un truc un peu what the fuck. Mais je pense que pour me définir, je suis quelqu'un qui a pas peur d'essayer des choses, qui essaye des choses très différentes, qui a parfois du mal à se focus, ce qui peut aussi me nuire. Et je suis toujours ouvert à vivre des nouvelles aventures, autant sur le plan perso que pro, quoi. C'est une intro un peu longue. Non, mais c'est parfait parce qu'on voit un peu ta personnalité à travers ça. Beaucoup de ventes tout au long de ton parcours. S'il y a une chose que tu as retenue de ton expérience avec cette boîte-là, ou est-ce que ton patron t'a appris énormément sur la vente, ce serait quoi le one thing que tu aimerais partager à ceux qui voudraient être meilleurs dans la vente ou se lancer dans la vente? Ce serait quoi la chose la plus importante? Pas deux, pas trois, une chose que tu aimerais leur partager comme conseil qui, toi, t'a permis d'avoir les résultats que tu as aujourd'hui. Ouais. Alors, je pourrais vous parler de l'attitude, de l'énergie, du mindset, c'est important, mais vous allez dire, ouais, ça reste vague, c'est compliqué à du coup se dire, ok, je vais changer mon attitude. Un truc, moi, qui a vraiment fait la diff, et mon patron me l'a beaucoup transmis, ça fait partie de l'attitude, mais en fait, c'est le follow-up. C'est de jamais lâcher l'affaire. C'est de toujours relancer, relancer, de faire ton suivi de client. Et ça, c'est un truc que vous pouvez mettre en place assez facilement. Alors, vous allez peut-être vous planter au début, vous allez peut-être mal le faire, mais moi, je connais beaucoup de gens qui lâchent l'affaire dès qu'ils n'ont pas de réponse ou qu'ils ont un non. Et en réalité, dans tous les business où j'ai été, 30% du CA dépendait du follow-up. 30%. Donc ça veut dire que les gens qui ne font pas de follow-up, qui ne font pas de suivi de prospects ou de clients, ils perdent 30% de CA. Et ça a vraiment fait la diff. Donc quand vous ne savez pas faire, juste dites-vous, je me mets des rappels pour rappeler des gens qui m'ont dit non ou qui m'ont rien dit, avec qui j'ai eu un contact. Et à la fin de l'année, vous verrez que ça paye. Surtout quand tu sais qu'une business, les business régulières vont grandir de quoi? 10, 15, 20, 30% par an. Le 30% qui vient du follow-up, c'est carrément l'augmentation du chiffre d'affaires d'une année à une autre. C'est la différence entre une business qui progresse et une business qui stagne. Donc c'est quand même majeur ce pourcentage-là. Clairement, ouais, clairement. C'est même chez Microsoft, en fait, j'ai vu ça. Ouais. Et c'est ça qui paraissait étonnant. C'est que les gens se disent, tu travailles à Microsoft, toutes les portes sont ouvertes. Les gens te disent oui, parce que tu es Microsoft et parce que tu as des monopoles. Mais en fait, non, pas forcément. Et en gros, il y a beaucoup de business qui vient du follow-up. Chez Microsoft, c'était entre 30 et 40. Ça dépendait. C'est énorme. Donc là, tu as fait beaucoup de ventes. Parle-nous de toi un peu plus à un niveau personnel. Tu as grandi, ton enfance, ça ressemblait à quoi? Franchement, c'est un peu paradoxal parce que je viens de Cannes et du coup, on peut se dire jeunesse dorée, tu vois. Ouais. Et je pense que j'ai une jeunesse dorée comparée à 95% des gens que je connais. Pour autant, j'ai toujours été le plus pauvre des gens avec qui j'étais. Et ça, c'est un truc qui m'a beaucoup travaillé. J'étais dans une école privée, donc génial, mais j'étais vraiment le plus pauvre de l'école privée. Et j'avais tous mes potes qui étaient très riches. Donc je me sentais toujours inférieur un peu sur ce plan-là. Quand ma mère m'a acheté, je sais pas, des paquets de cartes Pokémon, elle m'offrait un paquet. Mon pote, il venait, il en avait 20. Et c'était très frustrant. Quand nous, on habitait dans un appart qui était très bien, mais qui était loué, etc., j'allais chez mes potes, ils avaient tous des villas avec des piscines. Donc j'étais tout le temps dans ce truc-là. Et franchement, de mes 0 à 11 ans, tout était nickel. Quand mes parents ont divorcé, ça a été un peu plus complexe. Psychologiquement, j'avais du mal à l'accepter. Et après, on n'est plus dans l'enfance, mais plutôt l'adolescence. Je dirais que de mes 15 à mes 20 ans, ça a été terriblement dur pour moi, émotionnellement. J'ai ma mère qui était très malade. Elle a eu un cas d'une maladie où il y a un cas tous les 70 ans aux États-Unis. Heureusement, elle va bien maintenant. Et j'ai un frère. Pendant le temps d'en discuter. Qu'est-ce Ouais. qu'elle a eu? Pour ceux qui ont des proches qui passent à travers des moments difficiles, je pense que c'est intéressant de voir la rémission, de voir l'après, Bien sûr. mais aussi de comprendre le pendant. Bah, en gros, ma mère, elle avait à me donner un problème de vue et elle s'est dit je vais aller prendre des lunettes. Et elle a mis des lunettes, il n'y avait rien qui changeait. Et en fait, elle a fait un scanner et ils se sont rendus compte qu'elle avait une tumeur bénigne, donc pas un cancer, qui était sur le nerf optique dans le cerveau. Et c'est un endroit où il y a très très peu de cas et il y a très peu de personnes qui sont capables d'opérer. Son cas est passé dans tous les CHU, donc les centres hospitaliers universitaires de France. Et il s'avère qu'il y avait un chirurgien qui pouvait l'opérer, qui est un chirurgien qui venait de Marseille d'ailleurs. Et du coup, il l'a opéré. Une chirurgie où tu as 99% de chances que ça se passe mal. Ça a duré je sais plus combien d'heures, c'est un truc de fou.
et ils l'ont opéré et ça s'est plutôt bien passé. Ce qui a été particulier, je dirais, c'est déjà la peur de perdre la personne. Mais après coup, quand on t'opère le cerveau, tu reviens jamais pareil en fait. Donc ma mère, moi, je l'ai trouvée assez différente. Elle était fatiguée parce que tu mets beaucoup de temps. Quand on dit du temps, c'est pas des heures, c'est pas des jours, c'est des mois, voire des années à te remettre d'une opération comme ça. Et puis elle a eu une rechute à un moment donné qui était liée au fait qu'on lui avait fait des rayons X pour enlever la totalité de la tumeur, qui avait un peu nécrosé une partie de son cerveau. Et elle s'est retrouvée un jour, du jour au lendemain, paralysée d'une partie du corps, sans explication. Et c'est vraiment venu comme ça d'un coup. Et ça, c'était très choquant et ça faisait que quand on pensait qu'elle s'en était sortie, on a dû se remettre dans un mindset de il faut faire de la rééducation, il faut qu'elle aille faire du caisson hyperbare. C'est ce que normalement tu fais quand tu as des accidents de plongée où on t'oxygène le cerveau. Et du coup, c'était particulier. Et en plus de ça, il y avait le changement physique et mental de ma mère qui faisait que j'avais aussi du mal à la reconnaître. Je me souviens que avant, je me disais souvent une phrase, c'est ma mère qui est partie à l'hôpital et c'est Stéphanie qui est revenue. Stéphanie, c'est le nom de ma mère. C'était quelqu'un de très différent, tu vois. C'est deep ce que tu dis. Et ce qui C'est était profond. compliqué, et là je le parle d'un point de vue très personnel, c'est qu'en fait entre tes 15 et 20 ans, tu es encore un enfant et tu es censé être un peu le centre du monde de ta famille. Et là c'était plus le cas, c'était ma mère. Et je pense que inconsciemment je lui en voulais, mais pas pour des questions d'ego, juste parce que moi j'étais en train de me construire, je découvrais, je sais pas, l'amour, le sexe, l'école un peu plus sérieux, les amis, les peines de cœur, les peines de friendship. Et il y avait un truc qui s'est un peu cassé un peu entre ma mère et moi à ce moment-là. Alors que beaucoup de personnes me disent mais je comprends pas, ça devrait être l'inverse et tout. La vie c'est pas comme dans un film en réalité. Est-ce que tu penses que de cette expérience-là, il y a des traits de caractère que tu as développés qui, naturellement, t'ont amené vers l'entrepreneuriat? Parce que du coup, tu as une enfance quand même difficile, modeste, difficile. Et en général, quand on vient de ce genre de milieu-là, on a deux choix. Soit on suit le chemin que tout le monde suit pour avoir la sécurité d'un emploi pour sortir de là. Ouais. Soit on n'a plus rien à perdre, on se lance dans l'entrepreneuriat. Toi, c'est quand même carrément le contraire. Tu as pris un chemin assez classique et Ouais. aujourd'hui, tu changes. Et après, tu as changé. Qu'est-ce qui fait que tu es allé vers l'entrepreneuriat? Il y a plusieurs aspects. Déjà, mon père a toujours été entrepreneur. Donc, je sais ce que c'est les tops et les downs. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'on reproduit souvent ce que nos parents sont. Et moi, mon business a beaucoup ressemblé à une échelle différente à la vie de mon père entrepreneurial. Des tops, des downs, j'amasse de l'argent, je dépense tout, ainsi de suite. Donc, j'avais forcément la chance d'avoir quelqu'un qui pouvait m'inspirer. L'autre point, c'est que ma mère a été entreprenante. Elle est suédoise, elle arrive en France, elle parlait pas un mot de français. Pour moi, c'est pas de l'entrepreneuriat business, mais c'est quelqu'un qui est prêt à prendre des risques, tu vois, qui est prêt à tenter des choses. C'est ça l'essence même de l'entrepreneuriat. Ouais. Et puis, quand elle a eu sa maladie, il fallait qu'elle soit entreprenante. En fait, ça ressemblait à un peu un cas de business, mais extrême. Quand tu lances un business, tu as toutes les raisons d'échouer. Vraiment, tout est contre toi. Tu te lances dans un truc où tu n'as pas de knowledge. Tu te lances dans un truc où je crois que c'est 2 tiers des entreprises qui se lancent ferment au bout d'un an, un truc comme ça. Donc les stats sont contre toi. Les gens souvent sont contre toi parce qu'ils ont peur pour toi. Et ma mère, elle était dans ce cas de figure-là où elle avait rien à perdre. Il fallait qu'elle fasse des choses qu'elle connaissait pas, qu'elle fasse confiance à des gens, qu'elle trouve les bons partenaires, le bon chirurgien et tout, tu vois. Donc tout ça, ça a pas mal joué. Mais par contre, ce qui s'est passé, c'est que ma mère est devenue malade. Moi, mon caractère a changé. Avant, j'étais quelqu'un de très calme, très facile, on pouvait mettre n'importe où, tout se passait toujours bien. Et à ce moment-là, je suis devenu très rebelle, bagarreur, en colère en fait. Pourquoi? Je pense que j'étais en colère. J'étais en On colère. voulait à la vie Ouais. d'imposer ce genre d'épreuve à ta mère et aussi à ton Ouais, frère. ouais. Et en fait, ouais, après, j'ai eu, pour la petite histoire, qui n'est pas une petite histoire, qui est une grande histoire, j'avais un frère par alliance avec qui j'ai grandi, qui s'appelle Simon. Et en fait, quand ma mère est allée mieux, Simon est allé très mal. Il a fumé un joint, il a fait une crise cardiaque et il a été dans le coma pendant 16 ans. Et en gros, quand on est sorti du truc, on est re-rentré dedans. Et ouais, j'étais quelqu'un d'en colère. J'étais quelqu'un de beaucoup plus nerveux et je pense qu'il y avait une part de moi qui voulait être contre le système. Et du coup, être entrepreneur, c'est être contre le système en réalité. C'est, c'est, euh, je l'ai compris beaucoup plus tard. Pourquoi est-ce que j'ai toujours voulu être un entrepreneur? Et ça rejoint à 200% ce que tu dis. J'ai compris par la suite que la raison pour laquelle j'ai voulu être un entrepreneur, c'est parce que j'ai toujours été rebelle, que je ne voulais pas entrer dans un système. Tout à l'heure, on parlait de liberté, de faire ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux, mais aussi pour qui tu veux, Ouais. ce qui te définit. Et quand tu es dans un système, tu ne peux pas faire ça. Et je pense que tu ne peux pas être un entrepreneur si tu n'as pas un côté un peu fuck le système. Fuck les règles, fuck les choses préétablies qu'on nous impose, je vais le faire à ma manière. Et donc, c'est toutes ces épreuves assez difficiles quand même, Kevin, t'ont Ouais. donné l'envie de te rebeller, de devenir, t'en voulais à la vie,
tu es devenu rebelle. Et dans cette douleur-là, tu as réussi à trouver justement cette fibre de, OK, mais comment je canalise cette douleur et cette colère pour en créer quelque chose, d'où l'entrepreneuriat. C'était Bah, quoi? pas au début, c'était pas d'où l'entrepreneuriat. Au début, c'était d'où le fait d'être quand même bon à l'école. Parce que à un moment donné, on m'a dit que je me souviens, hein, on m'a dit que j'allais redoubler, machin et tout, alors que j'ai toujours été studieux et j'avais des facilités à l'école. Donc mon premier acte de rébellion, c'était je continue à être rebelle. Par contre, je vais avoir des bons résultats. C'est un peu bizarre, tu vois. Ah non, c'est pas Mais bizarre du tout. En tout cas, pas pour moi. non, mais, non, mais souvent les gens ils sont rebelles et ils sont out du système. Mais moi c'était en mode je vais être dans le système et je vais continuer à vous emmerder. Mais par contre vous pourrez pas me dire que je suis pas bon, en gros. Je vais rester qui je suis et je vais vous prouver que je suis Ouais. meilleur que vous. Ouais, et en gros, j'avais des objectifs, c'est avoir une mention au bac, des trucs comme ça, tu vois, qui étaient pour moi importants. Et même si l'entrepreneuriat me parlait, j'avais quand même en tête, mon côté rebelle, c'était d'être dans le système, mais de me dire, je veux devenir directeur marketing de Nike ou un truc comme ça. C'était, ok, moi je vise une place qui est bien supérieure à toutes les places qu'on pourrait m'attribuer ou que n'importe qui aurait en tête. Ça n'a pas été une illusion, mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça m'est passé, quoi. En tout cas. Et donc, tu commences à bosser, tu apprends énormément de la vente, Ouais. tu passes de boîte en boîte. Pourquoi Microsoft? Comment est-ce que tu en es arrivé là? Pourquoi Microsoft? J'avais travaillé dans des boîtes françaises, ça m'inspirait pas trop. Et Microsoft, Pourquoi j'aimais pas le style de management. Ça m'insupportait de devoir vous voyer tout le monde. Il y avait un côté très militaire que j'aimais pas. Et je trouvais que j'étais pas récompensé à ma juste valeur. J'avais une expérience en fait dans le consulting. J'avais été consultant en strat d'entreprise. Concrètement, j'avais travaillé comme un chien, j'avais appris beaucoup, mais j'étais très mal payé et je trouvais que j'étais pas très reconnu. Je me suis à Microsoft, c'est les Américains, ça va être si t'es bon, t'es récompensé, si t'es nul, tu dégages. Et puis j'avais besoin pour une question d'ego et de prestige d'être dans une boîte où quand tu le dis à quelqu'un, c'est incroyable. Je me souviens que le premier jour à Microsoft, j'ai eu mon badge, je suis sorti, je me suis mis devant les locaux qui sont à Issy-les-Moulineaux et j'ai pris un selfie avec mon badge, mais on aurait dit un enfant, tu vois. Mais j'étais tellement fier de moi, de me dire, ah, je suis dans la plus grande boîte Tu du l'as monde. envoyé à qui? Je l'ai envoyé à personne. C'était juste pour moi, en gros. Comment tes parents ont réagi quand ils ont su que tu étais entré à Microsoft? Ils étaient contents, surtout ma mère. Ce qui est marrant, c'est que mes parents n'ont pas fait d'études, mais pour eux, c'était quand même très important que je réussisse et que j'ai une bonne carrière. Mon père était plus en mode, si t'es heureux et que tu fais du cash, peu importe où en fait. Ma mère, c'était vraiment un truc. Et d'ailleurs, quand j'ai quitté Microsoft pour créer une boîte dans les toilettes, ma mère l'a très mal pris et c'est ce qui m'a valu à me donner pendant 3 mois de pas lui parler, tu vois. Je lui ai dit, écoute, là tu m'aides pas, j'ai pas besoin d'entendre quelqu'un qui a peur. Alors Donc que, on- alors que Ouais. nous, en tant qu'entrepreneur, on va Ouais. se le dire, on a peur aussi en interne. Bah ouais, ouais. Mais j'ai pas besoin de quelqu'un de En plus, tu plus. vois, de gérer tes émotions. Je dois déjà gérer mes inconnus. Donc viens, on se parle pas. Et du coup, quand on se parlait, il y avait toujours tu connais le Godwin Point, ce que c'est? C'est un point dans une conversation de bascule. Je sais plus c'est quel sujet. Je crois que c'est quand tu parles du nazisme ou de la Seconde Guerre mondiale. Et apparemment, c'est prouvé qu'il y a un moment donné où quand tu as des longues conversations, tu arrives à parler de ce truc-là, tu vois. Ben moi, j'avais un Godwin Point avec ma mère. C'est dès qu'elle me montrait ses peurs, je disais là, bon, bah, passe une belle journée, allez, ciao. Et je raccrochais. Bah, je rigole, Kevin, parce qu'on n'a pas eu cette conversation avant de faire cette vidéo, mais j'ai une relation assez similaire avec ma mère D'accord. quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Elle flippait. Elle flippait et je voulais pas qu'elle me transmette ses peurs. Parce qu'on a déjà, en vrai, quand tu es un entrepreneur, tu as beau dire à la terre entière que tu es prêt à défoncer tout, mais en réalité, à l'intérieur, tu as les chocottes. Parce qu'il n'y a rien de plus effrayant que l'entrepreneuriat, en effet. Et aujourd'hui, je trouve que c'est beaucoup glorifié sur Internet, mais l'entrepreneuriat, c'est dur. C'est très dur. C'est très dur et en fait, tu vois pas tous ceux qui échouent constamment et ceux qui font des dépressions. Il y a des gens qui se suicident. Enfin, c'est très très dur. Mais moi, ce qui était intéressant, c'est que j'avais pas forcément peur parce que je voyais ça comme une liberté. Microsoft, ce qui s'est passé, c'est que j'étais une personne parmi 300 000 salariés. T'imagines? C'est une ville, hein, une grande ville, 300 000. Et je me suis dit, je peux pas être un parmi 300 000. Je peux pas être un no one. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à force que ma mère me parle, je commençais à conscientiser que c'était complètement con et fou ce que j'étais en train de faire. Et c'est ça qui me faisait peur. Donc c'était pas mon moi intérieur qui me disait ouais ça craint, parce que moi c'était une libération. C'était elle qui était en train de me faire conscientiser mon truc. Et c'est là où je pense que c'est important de comprendre ça quand tu es entrepreneur. Il y a une part d'irrationnel, une part folle qui est en toi. Et si tu deviens en fait trop tangible, trop rationnel, trop terre à terre, bah déjà tu peux plus rêver, tu peux plus voir très loin. Et ma mère en fait me ramenait concrètement là. Mais je peux comprendre. On C'est ce s'est qu'elle a connu. endetté à l'école, 40 000 euros. Je suis parti en Chine, ils m'ont financé. Je fais plein de trucs et d'un coup je dis fuck off. Donc je comprends qu'elle se dit mais il a craqué ou quoi? Ils commençaient en fait à avoir le retour sur leur investissement. Pas Ouais. forcément de l'argent que tu leur donnais, mais le fait que l'investissement qu'ils ont fait dans tes études commençait à payer en te générant du Exactement. revenu. Et là, ils te voient tout claquer du jour au lendemain pour te lancer dans quelque chose qui, disons-le, l'entrepreneuriat, tu as une idée. Ouais. Tu sais où tu veux aller. Ouais.
Mais on va se dire la vraie chose, tu n'as aucune idée comment tu vas y arriver. Et surtout, mon idée était nulle sur le papier. Vendre des douchettes pour les toilettes. Tu sais, je lui ai pas dit, je lui ai pas vendu la grande vie ou le grand projet, tu vois. Ou même un restaurant, une marque de vêtements. Je lui ai dit, je vais vendre un truc genre Improbable. improbable qui lui parlait pas. Donc pour moi, je lui donnais que des arguments pour qu'elle pense comme ça. Mais c'est souvent ça aussi, quand tu pars quelque chose, il y a peu de gens qui vont voir ta vision et c'est pas leur travail. Ouais. C'est notre travail à nous en tant qu'entrepreneurs d'avoir cette vision-là et d'y croire assez pour avoir la persévérance de continuer à avancer quand c'est difficile, de partager la vision à ceux qui sont autour de nous qui ne la voient pas. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement gratifiant quand tous ceux qui n'y croient pas commencent à y croire. Ouais, ouais. Et je pense que, à mon sens, la vraie gratification en entrepreneuriat, c'est pas tant quand tu collectes des millions ou des milliards, mais c'est quand tu vois que tu crées un mouvement qui peut persister après toi. Tu viens de dire Bien quelque sûr. chose que tu ne voulais pas être juste une personne parmi des milliers. Pourquoi? Certaines personnes qui ne comprennent pas ce qu'on vit nous penseraient qu'on est égotistique. Ouais, C'est on vrai. veut être, mais il y a une raison derrière. Quelle Ouais. est la raison pour laquelle tu ne voulais juste pas être un parmi des milliers, un employé parmi des milliers, un entrepreneur parmi des milliers? Pourquoi tu veux avoir une vie exceptionnelle? Parce qu'on va se le dire, une vraie vie libre telle qu'on l'aperçoit, c'est une vie que peu de gens vont avoir et Ouais. donc exceptionnelle. Pourquoi? Alors, déjà, juste pour revenir sur le truc de l'ego, en fait, quand tu regardes tous les gens qui ont fait des choses exceptionnelles dans le Et- sport et tout, Amen. ils ont tous un ego exceptionnel, tu vois. Parce que de par presque sa définition, si tu veux faire quelque chose qui est hors norme, il faut que toi-même tu penses être capable d'être hors norme. Tu vois. J'ai un exemple qui est trop fou. Tu as Nadal et Federer, les deux meilleurs joueurs de l'histoire. Ils démontent tout le monde. Et tu as un gars qui s'appelle Djokovic, qui est un peu plus jeune qu'eux, qui croit qu'il peut les battre, qui croit qu'il peut gagner plus de tournois du Grand Chelem, qui n'a pas de coups plus forts qu'eux. Il a juste un mental qui est encore un niveau au-dessus. Et à la fin, il y arrive. Ce que je veux dire, c'est que tout est parti de sa croyance qu'il pouvait faire mieux, de sa croyance qu'il était mieux. Mais par contre, il fallait prouver derrière. Donc ça, c'est juste pour le concept. Parce que moi, juste une phrase que j'aimerais glisser avant sans vouloir t'interrompre, que j'adore, il croyait que c'était impossible, Il l'a fait. donc il l'a fait. Ouais. Mais c'est clairement ça. Et aujourd'hui, il a 24 tournois du Grand Chelem. Enfin, c'est fou, Il va quoi. peut-être gagner demain, non? Il est en finale. Non, il a perdu. Il a perdu en demi? Il a perdu, mais enfin, 38 ans, il a fait un super tournoi en demi. L'année dernière, il a gagné quand même la médaille olympique contre Alcaraz, c'est pas n'importe quoi. Et il gagne 24 tournois du Grand Chelem dans une ère où tu as Federer et Nadal et Murray et Wawrinka. C'est pas genre des gars qui sont mauvais, quoi. Pour moi, pourquoi je te parle du tennis? Parce qu'en fait, moi, tout a démarré avec le tennis. Quand j'étais petit, j'ai joué beaucoup au tennis. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais très bon et que je pensais et que j'avais envie de devenir professionnel et que j'ai jamais réussi pour plein de très bonnes raisons en réalité. Mais ça a fait que très tôt j'avais un ego un peu grand parce que j'avais envie de briller quoi. Et ça m'a toujours suivi en fait. Genre ça m'a toujours suivi le fait d'avoir un grand rêve et de vouloir briller. Et du coup à Microsoft, bah, tu sens vraiment que tu es une personne parmi 300 000 et ça me convenait pas et ça arrivait pas à nourrir mon ego. Voilà. Donc, Et c'était quand le turning point, le moment où tu t'es dit, parce que donner sa démission, c'est déjà une conséquence d'une décision qui a été prise bien avant. C'est quand le turning point que tu t'es dit, je veux avoir une vie différente. Alors, je pense que je me suis toujours dit que je voulais avoir une vie différente et que déjà faire Microsoft, pour moi, c'était déjà avoir une vie différente de tous les gens que je connaissais. Parce qu'on regarde par rapport aux gens qu'on connaît, tu vois. Si j'étais avec que des millionnaires et multimilliardaires, je me serais dit, ok, c'est nul, peut-être, j'en sais rien. Mais moi, j'étais le premier à faire des études dans ma famille, j'étais le premier à travailler dans une grosse firme corporate comme ça. Le premier, donc j'avais déjà l'impression de vivre quelque chose de différent. Je pense qu'au bout de 3 mois, en fait, j'ai compris que Microsoft, c'était pas pour moi, alors que je trouvais que j'étais dans des conditions exceptionnelles. Franchement, je recommande à n'importe quelle personne d'être salarié à Microsoft. Vraiment. J'étais dans des bureaux de dingue, avec des gens très smart, beaucoup plus smart que dans tout ce que je vois sur YouTube, Instagram et tout. Des gens qui ont un niveau de culture, un niveau analytique, un niveau en vente, un niveau humain, un niveau de management que vous retrouverez nulle part ailleurs dans le Insta Game, en gros. Mais j'ai vu que bah, j'étais un gars parmi 300 000, quoi, très vite. J'ai vu que je pouvais pas venir au bureau pendant 3 jours, personne s'en rendrait compte. C'est des trucs comme ça en fait qui me marquaient. J'ai vu plein de choses où il fallait que je fasse peut-être 10 ans d'un travail très fort pour avoir un résultat qui était trop bien. Mais est-ce que j'étais prêt à faire 10 ans à avaler des couleuvres à Microsoft? Les boîtes sont politisées, machin et tout. À pas être sûr d'avoir vraiment mon destin entre mes mains parce que ça va dépendre de plein de facteurs que je maîtrise pas. J'étais pas prêt quoi. Donc au bout de 3 mois, je me suis dit Microsoft c'est cool, mais ça va pas durer. Bah, c'est intéressant parce que du coup, tu sais, j'estime que ton expérience à Microsoft
et ce qui fait la différence qu'il va y avoir entre toi et beaucoup de gens qui sont dans le Instagame. On va se le dire, dans l'Instagame, tu as beaucoup de gens qui sont là parce qu'ils n'avaient pas le choix. Exactement. Ils n'avaient aucune autre alternative. Ouais, ils ont Tiens. loupé l'académie et ils ont loupé le professionnel. Et toi, tu as eu un bel académique, tu es rentré dans une belle profession. Ouais, Il y a des gens qui rêvent d'entrer à Microsoft. Ouais. Microsoft, Google, c'est le top du top pour certaines Ouais. personnes. Pour beaucoup de personnes qui 15 ont, entretiens, hein, Microsoft. tu vois. Donc, 15 c'est vraiment, entretiens. c'est très sélectif. Tu arrives à passer et là, tu te dis, non, je vais faire de l'entrepreneuriat. Mhm. Sans forcément parler de ta première expérience, je voudrais prendre un peu de recul et revenir sur finalement ce qui est ton art, la vente. Je vais te poser deux questions. Je voudrais savoir c'est quoi la plus grosse vente que tu as vendue. Mais avant même de te poser celle-là, celle qui m'intéresse, c'est quoi la vente la plus significative? Et on ne parle pas forcément ici de chiffres, mais celle qui a vraiment une signification pour toi. Hier, comme tu le sais, j'avais un événement qui était très significatif pour moi, Ouais. on n'en parlera pas aujourd'hui, mais qui n'était pas forcément d'un point de vue dollar sign, mais plutôt d'un point de vue un peu revanche sur la vie. Ouais. Donc, je ne te demande pas ici ce qui était significatif pour toi d'un point de vue chiffre, mais vraiment personnel, émotionnel, quelque chose que tu t'es dit, ah, celle-là, je la voulais et je l'ai eue. Parle-nous un peu de cette vente-là, le contexte, Bah, il y en comment a elle est une parce arrivée. qu'en fait, c'est intéressant parce que c'est la plus grosse, mais j'ai rien gagné dessus. Et c'est pas moi qui ai closé, mais l'histoire est folle en fait. Donc je suis à Microsoft et en gros, on m'explique que moi, les gens que je vais devoir prospecter, parce qu'à Microsoft, tu prospectes, hein. Les gens pensent que tu prospectes pas, mais si, tu prospectes. Et on m'a dit, tu vas pas prospecter les services informatiques des boîtes, donc c'était banque, assurance. On m'a dit, tu vas prospecter ce qu'on appelle les métiers, donc le marketing, le digital, la comptabilité, des choses comme ça, qui ne sont pas là où Microsoft est vraiment présent. Et en gros, l'avantage quand tu es Microsoft, c'est que quand tu t'appelles, les gens t'écoutent. Par contre, quand tu es à la comptabilité, ils se disent mais pourquoi Microsoft m'appelle? Et on m'a donné une liste, comme dans le film La recherche du bonheur avec Will Smith, Pursuit of Pursuit of Happiness. Happiness. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans ce film, à la fin, il n'a pas assez de temps en fait pour appeler tout le monde parce qu'il doit aller au foyer le soir et tout. Et du coup, il a une liste et lui, il la prend à l'envers et il prend que les top gars. Et il y a un gars à qui, à un moment donné, il lui donne même 20 dollars. Il va avoir un match de football américain ou de baseball avec son fils. Et ce mec-là, il va le closer et en gros, il va faire un truc de fou derrière. Ça change toute sa vie. Mais moi, c'était pareil. Je me suis dit, bon, je vais appeler les gars les plus hauts dans ma liste. Et on m'avait dit, tu verras, ce mec-là ne répond jamais. Le gars s'appelle Patrick Penroux. Je me souviens très bien de son nom. Et je l'appelle. Et il est directeur digital de AXA Assistance ou un truc comme ça, ou Direct Assurance, ou j'en sais rien. Je l'appelle, il décroche, et je me souviens que quand il décroche, je perds pied. Je me dis, mais pourquoi il décroche? Il fallait pas qu'il décroche. Tout le monde me dit qu'il répond jamais. Et tout le monde me disait, ouais, on a entendu parler que le mec, il veut tout changer, il veut dégager Microsoft, il a un gros projet cloud, machin et tout. Et quand il répond, je suis là en mode, pourquoi tu réponds? Et je me présente, et le mec me rentre dedans. Comment vous avez mon numéro? Vous êtes qui? RGPD, machin, truc. Le français est relou de base. Et j'essaye de booker un rendez-vous avec lui. Et j'y arrive. Et à la fin, je me souviens, je lui demande son mail. Il me fait alors, vous avez mon numéro, mais pas mon mail. Je book un rendez-vous. On va 3 jours plus tard avec mon mentor de l'époque dans ses bureaux. Et là, il nous explique à quel point il déteste Microsoft pendant 1 heure, qu'il va tout sortir, tout ce qu'il peut. C'est très dur de sortir de Microsoft d'une boîte, hein, parce que Apple, c'est pas top Côté pour, pro. le côté pro. Mais il était en train de sortir Microsoft sur plein de trucs. Et là, il nous explique qu'il a un projet de dingue. Et le projet, en fait, il nous en parle, mais il nous explique qu'on ne sera pas dedans, quoi. Mais il nous aime bien. Et on fait un rendez-vous, 2 rendez-vous, 3 rendez-vous. Ce qui est assez marrant chez Microsoft, c'est qu'au début, les rendez-vous, tu as 2, puis après, tu as 3, puis après, tu as 10, puis après, tu peux être à 15, parce que tu ramènes toujours des C-level, des trucs, des experts et tout. Et eux, de leur côté, ils font pareil. Et à la fin, on se retrouve à les emmener au dernier étage de Microsoft, où ils ont un appart du futur, où on est 15. Et en fait, là, à ce moment-là, mon boss me dit, là, tu peux plus être là, tu vois. C'est above your pay grade. Ouais. C'est au-dessus de ton niveau de salaire, quoi. Exactement. Sors de la Ouais, salle. ouais. Et 22 millions d'euros qui est venu de mon petit call, en fait. Donc, j'ai pas closé. Mais Mais le son, la prospection, ouais. le setting, De fou. ultimement, c'est quand on y réfléchit fou. un peu, De le fou. setting. Mm. On a eu la conversation quand on bossait ensemble l'année dernière, où est-ce que tu mettais l'accent sur l'importance d'avoir du setting en plus du closing. Et en gros, je vois d'où ça vient. Ouais. Quoi. Ouais, en fait, moi, je me suis toujours dit un truc, peu importe les disciplines dans la vie, c'est fais comme les meilleurs. Moi, je considère que Microsoft, Apple, c'est les plus grosses boîtes du monde. Quand je vois qu'eux, ils prospectent et que j'entends des gens qui disent ah, mais moi, la prospection, non, je me dis ok, t'es meilleur qu'eux en fait. T'as compris un truc qu'eux, ils n'ont pas compris. Je veux dire, Apple, Microsoft, ils prospectent, ils font de la pub et tout le monde pense en fait non, les clients viennent vers eux. Non, on va chercher des deals. Sinon, c'est d'autres personnes qui vont les prendre. Donc ouais, ça m'avait marqué et c'est 22 millions, c'est pas moi qui l'ai signé. Je sais que ça a sauvé l'année de
section et j'étais trop fier, tu vois. Vraiment trop fier. Et du coup, quelle serait la vente que tu as closée dont tu pourrais nous parler, pas forcément la plus grosse, mais qui serait quand même significative, que tu as closée toi-même directement? Ouais, il y en a eu tellement. C'est pas pour faire genre, mais il y en a vraiment eu beaucoup. Parle-nous-en Et d'une. j'essaie d'en trouver une spécifique qui m'a marqué. En fait, j'en ai qui sont marrantes, qui parfois donnent pas le résultat espéré, tu vois. Mais où je me dis, j'ai été fort. J'ai vendu un appart dans le neuf à une dame qui venait de perdre son job et qui n'avait plus de visa dans 3 mois plus tard. Et en gros, sur le papier, tout était fait pour pas qu'elle achète parce qu'elle était du coup pas finançable et elle connaissait pas son avenir. Et elle était dans un état émotionnel où, en fait, pour vous expliquer, entre le R2 et la signature, elle apprend qu'elle est virée. Et je l'ai prise, j'ai fait un R3, un R4, un R5. Je lui ai cassé le cerveau. Mais on allait très loin dans le mindset, machin et tout. Et elle a signé. Bon, l'histoire fait qu'elle s'est désistée un mois plus tard parce qu'en fait, elle n'a pas trouvé de job. Mais j'ai trouvé que j'avais été tellement bon À la et rassurer. je me suis dit, personne n'aurait pu la closer. En fait, vraiment personne. Et on dit souvent que la vente est émotionnelle. Là, il y avait tout le rationnel contre moi. Et je croyais vraiment dans ce que je lui ai dit. Je n'ai pas essayé de l'arnaquer. Et en plus, je savais qu'elle prenait pas de risque. Mais celle-là, j'en étais très fier parce que tout le monde m'a dit, c'est impossible, lâche l'affaire. Et je suis vraiment un gars qui give up jamais, tu vois. Et je me souviens des conversations, on a parlé de Dieu, on a parlé de tellement de choses folles. Et la dame me renvoie souvent des textos pour me remercier, alors qu'elle a jamais eu l'appart. Je m'en rebondis là-dessus parce que tu m'as fait un coaching l'année dernière sur le closing, suite auquel j'ai eu un appel, Kevin, où est-ce que à la fin de l'appel, la personne a juste m'a regardé, elle a raccroché. Genre, c'était pas une perte de connexion Internet. Et c'est là que j'ai compris que j'étais prêt pour le closing. Ah mais je crois que tu m'en avais parlé, mais c'est Ouais. quand la personne, elle sait plus quoi faire en fait. Bah, je l'ai amené à un point à être face à ses propres contradictions, Ouais, qui fait qu'elle a deux choix. Soit elle achète, ouais, soit elle fuit. soit disparu. En gros, c'est le fight, freeze of light. Freeze, c'est que tu fais rien, mais Ouais, la manière dont je l'ai amené suite à ce que tu m'as partagé comme coaching, elle ne pouvait pas ne pas prendre d'action parce que je ne lui ai pas donné le choix. Parce que si on se souvient du script au début, c'était clair qu'elle devait prendre une action et je l'ai déjà pris framé par rapport à ça. Donc, si elle ne peut pas freeze, elle a deux choix, soit elle fight ou elle flight. Fight, ça veut dire qu'elle rentre dedans, elle se bat contre elle-même et elle ouais. décide d'aller de l'avant. Ou bien elle flight, elle part en courant. Et elle a flight. Et c'est là que j'ai compris que le closing, c'est vraiment un art, c'est-à-dire la vente. Puis on parle beaucoup de closing et j'aime pas ce terme-là parce qu'il est très utilisé dans le monde du online. Ouais. Mais en réalité, et tu l'as dit tout à l'heure, ce n'est rien d'autre que de la vente qui n'est pas différente de ce que les gens ont toujours fait. La personne qui te vend une voiture, la personne qui te vend un programme à 22 millions Le pasteur ou le prêtre à le l'église. pasteur à l'église, le gars qui te vend un programme, une implémentation de Microsoft Cloud à 22 millions pour une boîte qui a 50 000 employés, c'est de la vente à la fin de la journée. Oui, des fois on est sur du B2B, du B2C, c'est un peu différent, mais la prise de décision en elle-même, et tu l'as dit encore tout à l'heure, tu l'as dit, il nous aimait bien. Ouais. C'est qu'il y a un côté humain Ouais. derrière. Qu'est-ce que tu dirais qui sépare, d'après toi, les très bons vendeurs des wannabe vendeurs? Parce qu'on va se lire dans l'industrie aujourd'hui, Kevin, il y a beaucoup de, excusez-moi l'expression, il y a beaucoup de merde. Des écoles qui forment des gens de façon merdique, qui ne sont pas capables de tenir une conversation, parce que justement, ils n'ont pas le background académique et la solidité Ouais. qui vient avec, Et qu'on puis veut en ou plus, non. souvent, ils n'ont pas le tempérament avec, donc c'est encore plus dur. Bah, je dirais que c'est un truc assez simple. Les gens sont pas à l'aise avec l'argent, les gens n'aiment pas qu'on leur vende. Ils aiment parfois acheter, mais ils n'aiment pas qu'on leur vende. C'est Et, vrai, ça. et quand ils commencent en fait dans la vente, ils viennent avec ce bagage-là inconscient en réalité. Et du coup, ça en fait des mauvais vendeurs, même si peut-être ça peut être des bons techniciens. Ils connaissent leur script et tout. Moi, j'ai vu la vraie diff, qui a toujours fait la diff pour moi. C'est ceux qui sont juste dans le jeu en fait. Je dis tout le temps cette phrase d'être dans le jeu, pas dans l'enjeu. Je trouve qu'elle sonne bien et qu'en plus, pour une fois qu'on a une phrase en français qui sonne mieux qu'en anglais, tu vois. Mais je le pense vraiment. Je vois que quand je suis dans un enjeu financier, quand je suis dans un enjeu émotionnel, j'ai du mal à vendre. Dès que j'en ai rien à faire et que je suis dans un jeu, déjà, je prends beaucoup de plaisir et c'est cool. Mais surtout, la personne avec moi prend du plaisir aussi et du coup, on s'amuse et on a envie de continuer la partie en fait. Et continuer la partie, bah, c'est rejoins-nous, tu vois. Donc vraiment, je pense que cet esprit joueur, un peu enfant, c'est pour moi le truc qui fait vraiment le plus la différence et de loin. Parce que quand tu es capable de jouer, tu es capable de tout jouer en fait. Et les gens qui sont dans l'enjeu, ils sont bloqués, ils sont stuck. Ils ont leur bill à la fin, ils ont des trucs à payer.
Ils se disent que leur bonne journée dépend du fait d'avoir closé ou non. Donc en fait, ils se mettent beaucoup de freins qui sont rationnels et sur lesquels ils se disent bah, je suis légitime à penser comme ça. Alors que de façon contre-intuitive, il faut être dans le jeu en fait. Voilà. C'est quoi en termes de mindset, ce que j'ai constaté chez les bons vendeurs aussi, c'est qu'ils ont un vrai changement d'identité. Mhm. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça, à ceux qui nous écoutent, par rapport à l'importance de l'identité dans le rôle d'un vendeur? Bah, l'identité, elle est clé pour plein de raisons. Tu vas être souvent amené à vendre des choses que toi-même, tu ne peux pas t'acheter. Donc, si déjà tu es bloqué, je veux dire, je gagne 2000 euros et je vends un truc à 15 000. C'est dur de vendre quelque chose que tu ne peux pas t'offrir. Déjà parce que tu ne peux pas le tester, mais parce que toi, déjà, tu as une barrière mentale, financière. Mais aussi, tu te dis, mais jamais je mettrai 15 000 là-dedans, tu vois. C'est impossible, parce que dans ta vie actuelle, c'est impossible. Donc en fait, il faut avoir une identité un peu caméléon qui peut se mouvoir et qui se définit pas par juste ce que vous êtes en train de vivre dans votre vie en fait. Et il faut avoir un espèce de champ des possibles qui est infini parce que si toi-même tu peux pas te l'offrir, tu peux pas l'offrir à ton prospect. En gros. Le jour où j'ai commencé à devenir confortable à vendre des packages à 50 000, c'est quand j'ai pris moi-même des coachings à 50 000. Bah ouais, mais c'est sûr. C'est très rare de. Il y en a qui arrivent, hein, mais c'est très rare du coup de pouvoir faire, de pouvoir vendre à 50 000 sans l'avoir fait. Le problème, c'est que le job de vendeur, c'est un job qui est décrié, qui est mal vu, c'est un truc pour les chiens. Donc tu as beaucoup de gens qui gagnent très bien leur vie, qui ne se voient pas faire de la vente, en gros. Donc c'est dur de trouver des profils qui sont pas, qui peuvent pas se payer tout ça en fait, mais qui sont quand même capables de vendre tout ça. C'est pour ça qu'il faut être dans le jeu. Parce que quand tu es dans le jeu, du coup, tout devient moins sérieux en réalité. C'est quoi les plus grandes erreurs que tu vois les closers qui sont formés sur le marché aujourd'hui faire? Ne pas suivre le script. The money is in the script. Non, vraiment, je donne tout le temps cet exemple-là pour que les gens comprennent bien. Vous devez comprendre que vous êtes comme un gars qui fait du stand-up ou qui a un show, one-man show. Souvent, on a l'impression qu'ils sont super fluides et que tout se passe facilement et tout. Il y a un gars qui a une sale gueule au premier rang, on lui fait une blague. Il y a une dame qui a trop ri, on lui refait une autre. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que même ces blagues-là, souvent, elles sont scriptées, ils les connaissent, ils ont l'habitude de le faire. Mais au-delà de ça, ce qu'ils ne comprennent pas les gens, c'est que tant que tu maîtrises pas en fait ton spectacle en entier, t'es pas capable de sortir du spectacle. Et en fait, ce qui va le rendre naturel, c'est de l'apprendre par cœur. Et souvent, les gens se disent que c'est l'inverse. Tu peux pas travailler en fait ta forme si t'es pas bon sur le fond, vraiment. Donc moi, je leur dis, c'est de connaître ça, quoi. C'est vraiment connaître ton script, mais pas pour le réciter comme un débile. C'est juste que dans le script, il y a des gens qui travaillent des heures, des mois, des années pour se pondre ce script-là. Certainement, il a de la valeur. Et après, il y a une question d'ego. Les gens pensent qu'ils sont un peu meilleurs que le script. Ou ils perçoivent peut-être pas la valeur du script, j'en sais rien. Donc je dirais que c'est la plus grosse erreur que je vois, tout le temps. Et j'aimerais rebondir là-dessus. Tu m'as fait un script que je suis à la lettre quand je close. Il y a une époque, je faisais mes propres programmes. Ouais. Et Kevin, l'argent est dans le script. J'ai fait Ouais. une procédure quand je voulais embaucher des closers dans laquelle je dis, le titre de la vidéo d'onboarding, c'est The money is in the script. Ouais. L'argent est dans le script. Et il y a des éléments qui, pour moi, je vais même aller plus loin. Tu ne dois pas déroger de ces éléments-là. Ouais. Il y a quelques éléments sur lesquels tu peux amener ta sauce, ta saveur. Mais des questions, par exemple, pour qualifier si le prospect est prêt à entendre le prix. Est-ce qu'il a compris le programme? Ouais. Pour moi, c'est des choses qu'il faut lire, mais à la virgule près, avec la bonne intonation, parce que ça a été testé, retesté, éprouvé. Just follow the script. Bah, tu vois, c'est très drôle parce que là, je coach 2 personnes qui sont dans ta team et ils m'ont envoyé un roleplay qui était pas si mal. Il y avait des erreurs. Et ils l'ont cut à un endroit. Et je dis, pourquoi vous l'avez cut là? Il me dit, ouais, mais là, c'est bon, c'est le prix. Je dis, vous savez quoi? C'était le seul endroit que je voulais voir. Parce que pour moi, c'est l'aspect le plus C'est le technique. plus important. Et il y a une série de questions qu'il y a dans ce script-là spécifique où il faut y aller, quoi, en gros. Et en fait, je me suis dit, c'est marrant parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas compris encore la valeur du script, tu vois. Bah, je pense qu'ils n'ont pas compris la philosophie. Oui, aussi. Du coup, parlons de ta philosophie, parce que quand on comprend ta philosophie, Ouais. parce que moi, tu me l'as enseigné et je l'ai très bien comprise, quand tu comprends la philosophie, tu comprends pourquoi les éléments du script sont importants. C'est quoi dans un appel de closing, quelles sont les étapes à travers lesquelles tu passes et quelle est la philosophie, au fait, la ligne conductrice que tu suis pour amener le prospect à la bonne décision? Ouais. Alors, moi j'ai une philosophie déjà, c'est de me dire tout le long, il faut que je me demande toujours si je suis avec la bonne personne en face de moi et si je suis pas en train de perdre mon temps. Et déjà, quand tu te poses cette question-là, tu changes le rapport de force. Parce que c'est moi qui me dis mon temps est plus précieux que toi, j'ai pas besoin de toi. Donc c'est un premier point. Mais ça, c'est très personnel, mais je pense que c'est intéressant de se dire ça en mode je vais pas aller au bout du script si en fait ce gars il est éclaté que je sais qu'il va jamais acheter, quoi. Sinon, les étapes.
Je pense qu'on peut faire des erreurs techniques dans un appel, il n'y a pas de problème, ça arrive. Par contre, je pense qu'il faut être quand même assez sympathique, avoir de l'empathie et s'intéresser profondément à la personne qu'on a en face. Après, les étapes au début, c'est de savoir se présenter et bien le faire. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à se présenter avec une belle énergie. C'est d'avoir un small talk, rapidement s'intéresser à des choses qui n'ont rien à voir avec la nature de l'appel pour rentrer délicatement dans l'appel. Et c'est ensuite justement d'avoir la main ferme et de resserrer et de vraiment cadrer l'appel, que ce soit sur la forme et sur le fond. Et comme ça, vous envoyez un message très clair à la personne. C'est « je suis cool comme gars, par contre ça va se passer comme je veux. Est-ce que tu es in ou pas ?» Si la personne n'est pas in, déjà c'est merci, au revoir. Tu vois. Si la personne est in, je vais bien lui rappeler tout le long de l'appel qu'elle est in. Et ensuite, ça va être de savoir pourquoi la personne elle est là, quoi. C'est ce qui compte le plus, c'est pourquoi tu es venu dans l'appel. Moi, je suis là parce que c'est mon job, mais toi, pourquoi tu es venu? Qu'est-ce que tu attends de cet appel? Et ensuite, de s'intéresser profondément à elle et d'essayer de comprendre quels sont ses problèmes, ses douleurs, et d'ensuite aller creuser dans ces douleurs-là pour justement voir à quel point ces douleurs sont réelles et si elles ont un vrai impact émotionnel sur la personne. Il y a des gens qui ont des douleurs qui sont tangibles, rationnelles, mais quand elles en parlent, il ne se passe rien. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas si important que ça. Puis après, ça va être d'imaginer une vie qui serait meilleure pour elle, en faisant une belle transition. Et c'est ensuite de faire en sorte qu'elle puisse affirmer d'elle-même qu'elle a besoin d'aide. Moi, je suis pas là pour lui dire est-ce que tu as besoin d'aide. C'est toi qui es censé me le dire, j'ai besoin d'aide. Et là, je suis là pour t'aider. Et si je pense que je peux t'aider, je vais t'expliquer comment, quoi. Et je vais t'expliquer en quoi ma solution répond à tes problèmes. On a souvent une problématique avec les closers, c'est qu'ils pensent qu'ils vendent un produit en fait, avec des features. Et moi je leur dis quand tu vas à Ferrari, est-ce que tu crois que le gars de Ferrari t'explique comment est construit la voiture? Genre alors il y a 3500 boulons, on a pris de la vachette française pour faire le cuir. Ils en ont rien à foutre, ils vont juste te donner les petites features qui correspondent à ton problème et qui vont te rassurer. Et ensuite c'est d'avancer. L'idée de tout l'appel en fait, c'est d'être très connecté, de pré-shooter à l'avance toutes les objections, parce que sinon elles vont toutes tomber d'un coup. Parce que tout le temps, le prospect se dit, j'ai le choix entre repartir avec moins 5000 ou rester pareil. Il a toujours cette réflexion-là dans sa tête à un moment donné, et il oublie en fait que tu es une solution à un problème. Donc l'idée, c'est justement de venir et de pré-shooter tout ça pour que quand il arrive et qu'il a une objection, il sait que déjà son objection, elle est bête en vrai, et que je vais lui dire. Donc je dirais que c'est ça les étapes de l'appel. Et après, voilà, ajouter de l'empathie, de la sympathie, beaucoup de fermeté, beaucoup de leadership, être très directif et surtout avoir une espèce d'authenticité et d'honnêteté radicale. Combien de fois je dis des vérités qui sont un peu douloureuses à des personnes que je connais pas et en fait, c'est parce que j'en ai rien à foutre de ce qu'ils pensent. Mais je lui dis vraiment ce que je pense, pas pour lui faire mal, mais juste pour lui dire attends, ça fait 20 minutes que tu parles, tu m'as rien dit de personnel, tu passes de sujet en sujet, pourquoi tu es là en fait, par exemple. Empathie, sympathie, fermeté, leadership. Deux points que tu as mis sur lesquels je vais rebondir, c'est faire avancer l'appel. Donc, tu sais, il y a une notion de progression. Bien sûr. Donc, que ce soit en profondeur ou en largeur. Profondeur dans les émotions, en largeur, par exemple, dans le scope qu'on veut couvrir. Yes. Et le dernier point, qui pour moi est essentiel que tu as dit là, pour tout le monde, retenez, ce qu'on fait là, c'est une masterclass en closing, c'est très puissant. C'est ils doivent te dire qu'ils ont besoin d'aide. Ouais. Ça, et dans le script, c'est clair là. Ils doivent dire qu'ils ont besoin d'aide. Et tant qu'ils n'ont pas dit ça, ça ne sert à rien d'essayer d'avancer. Parce qu'à la fin de la journée, ce n'est pas nous qui les closons. On les aide à se closer eux-mêmes. Ouais, clairement. Et en fait, il y a vraiment un point où je veux que la personne qui vend doit comprendre qu'elle est une solution à un problème, vraiment. Le produit, il compte pas en fait. Vraiment, il compte pas. Tu peux avoir un produit éclaté ou un produit génial, c'est pas ça qui compte pour convertir la personne. Alors, je vous invite pas à vendre des produits de merde. Je vous dis juste que ce qui compte, c'est sa perception et sa croyance et la confiance qu'elle a en se disant cette personne, cette boîte, potentiellement ce produit du coup, est une vraie solution à mon problème à moi ou à mes problèmes. Et c'est là que se passe la transformation qui est nécessaire à avoir des résultats. Je dis souvent que la transformation a lieu dans la transaction. C'est vrai, surtout à un petit niveau. Et entre toi et moi, peu importe ce que tu vends, si la personne, tu sais lui faire une transformation, elle va avancer vers des résultats. Mais non, et tu l'as dit, ce que j'aime beaucoup moins dans l'online business aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vendent de la merde. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils ne durent pas. Parce qu'en réalité, tu peux vendre de la merde à une personne en one-to-one. Mais au bout d'un moment, les gens vont catch up et ils vont réaliser que tu vends de la merde et ta marque va se salir et va finir par disparaître. Combien de petits jeunes ont vendu de la merde sur du e-commerce et on ne sait même plus où est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Alors, si vous êtes bon dans ce que vous faites
et en plus vous savez vendre, j'ai la garantie pour vous que vous allez être là encore présent pendant très longtemps parce que c'est une industrie qui ne fait que commencer. Mais ce qui est triste, moi je trouve, le plus, c'est quand tu récupères en fait des clients qui se sont Ah. fait avoir. Parce qu'en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils n'ont pas juste perdu de l'argent, tu les as peut-être cassés et du coup ils n'arriveront pas à reach leur dream en fait, tu vois. Parce qu'ils ont perdu de la confiance. Ouais. Et le challenge du online business aujourd'hui, c'est que vu qu'il y a déjà par nature un déficit de confiance qui est dû au fait qu'on n'est pas matériel, on n'est pas physique, Ouais. comme Microsoft, hein, qui est là depuis très longtemps, qui aurait coulé si c'était si mauvais que ça, Ouais, bien sûr. bah forcément on a un déficit de confiance et Ouais. les gens veulent, ceux qui vendent en tout cas de la merde, veulent compenser ce déficit en surpromettant. Bien sûr. Harvard t'a jamais dit que tu allais avoir un bon boulot quand tu finis de faire Harvard. L'école de commerce que tu as payé 50 000, ils t'ont jamais dit qu'à la fin de ton école de commerce, tu aurais un boulot qui serait payé 100 ou 200 ou 300 000. Pourtant, les gens n'ont aucune difficulté à aller prendre un prêt auprès d'une banque pour le payer. Mais Ouais. pourquoi? Parce que ces institutions sont là depuis longtemps Bien sûr. et ont donné des résultats. Tu peux pas être le petit dernier nouveau qui arrive sur le business en ligne et dire que tu vas faire mieux que le gars qui est là depuis 20 ans et les gens vont te croire naturellement. Bien Et sûr. c'est malheureusement pour ça que les gens ont tendance à surpromettre et en surpromettant et en surpromettant et en sous-délivrant, En sous-délivrant, voilà. Ce que bah, j'allais ça dire. crée des gens qui sont frustrés. Moi, je récupère énormément de clients qui viennent d'autres programmes et c'est un peu difficile au début de les convertir parce que naturellement, ils ont une méfiance de par le fait qu'ils ont été floués par d'autres personnes, mais en Ouais. même temps, ils ont besoin d'espoir, ils ont besoin de C'est sûr. solutions. Et quelque part, ils sont encore plus faciles à closer parce que le fait qu'ils soient à nouveau sur un appel de closing après avoir été déçus de l'autre côté prouve qu'ils ont un vrai besoin. Ouais, Et c'est bien ça sûr. la clé, en fait. Bien sûr. Bah, ça fait partie d'ailleurs du script. Tu leur demandes aux gens souvent, est-ce que tu as déjà en fait fait quelque chose par rapport au sujet qu'on aborde? Et ils vont te dire certainement oui. Et tu vas leur dire, mais pourquoi tu es là en fait? Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui fait que tu en es encore ici? C'est intéressant. Qu'est-ce que tu penses de l'industrie du closing aujourd'hui telle qu'elle est? Je pense qu'il y a. En fait, c'est assez intéressant parce qu'il y a énormément d'acteurs. Et c'est marrant, si vous demandez à ChatGPT, il va vous sortir à chaque fois en fonction de votre requête des noms différents. Donc ça veut dire qu'il n'y a finalement pas d'acteurs qui ont mis tout le monde d'accord, tu vois. Dans les e-com en France, par exemple, ça va être Yomi Denzel, tu vois. Direct, on va dire OK, francophonie, Yomi Denzel. Dans l'immobilier, on a 2-3 personnes en France qui sont bien. Au Canada, tu vas faire partie voilà, du top 2, top 3. Dans le closing, il y a tellement eu de douilles, mais en fait c'est aussi propre au métier, parce que tu fais tellement de volume quand tu es vendeur. Tu vends, que forcément tu as de la casse, et que même en fait des bonnes agences peuvent paraître moyennes ou pas bonnes, parce que sur le volume, c'est sûr qu'il y a de la casse. Donc je dirais que c'est déjà un peu particulier. Après, je dirais le vrai truc que je pense au-delà de ça, parce que là, je défends le monde du closing, mais en vrai, ce que je pense, c'est que vous avez des vendeurs qui, pour la plupart, n'ont jamais rien vendu d'autre que des formations. Ils savent pas vraiment ce que c'est le B2B, alors ils te disent oui, j'ai fait du B2B, mais en fait, ils ont vendu à une boîte à Dubaï qui fait la même chose qu'eux, où il n'y a même pas un salarié. C'est pas du B2B. C'est je vends d'un auto-entrepreneur à un auto-entrepreneur, d'une SAS à une SAS, mais où il y a 2 personnes. Donc je trouve que les gens manquent de variété et qui sont très closing, mais ils n'ont pas vraiment fait du B2B. Ils n'ont jamais vendu de produits physiques. Ils savent pas ce que c'est du porte-à-porte. Ils savent pas ce que c'est de la vente longue. Ils savent pas ce que c'est de la vente complexe avec beaucoup d'interlocuteurs qui ont chacun des vues différentes, qui ont des positions personnelles différentes et des buts différents personnels. Ils savent pas ce que c'est, je sais pas, de faire de la vente quand tu as un appel d'offres, par exemple. C'est très particulier. C'est très rationnel d'un coup. Et je trouve que, et ils savent pas ce que c'est la négociation aussi. Parce que quand tu fais du closing, tu ne négocies pas en réalité. Et je trouve que du coup, mais c'est dommage parce qu'en fait, tu as des gens qui sont peut-être très bons dans un domaine, mais qui est un tout petit domaine de la vente. Et ça fait qu'à la fin, pour des gens qui n'ont pas le tempérament de vendeur, qui connaissent rien, tu leur donnes que ça, c'est pas suffisant pour qu'ils soient bons. Ils n'ont pas la culture globale de la vente. Voilà ce que je pense. Et du coup, comment tu penses que l'industrie est amenée à évoluer? Je pense que ce qui fait le bonheur de l'industrie, c'est le fait que beaucoup de personnes n'ont plus envie de travailler en CDI dans une boîte, etc. Donc ils se tournent vers d'autres jobs et que le closing peut être une bonne solution pour eux. Donc le monde du closing va toujours être porté par cette trend qui n'est pas un amour pour la vente, mais qui est juste ça peut être une bonne solution pour faire autre chose dans ma vie. Pour autant, j'ai du mal à vraiment me projeter, à me dire à quoi ça va ressembler. Est-ce qu'il y a un acteur majeur qui va ressortir? Je pense que l'acteur majeur qui peut ressortir, c'est celui en fait qui va vraiment créer des classes, qui va créer du coaching et de la formation, qui sera carré et qui ressemblera finalement à ce que tu pourrais avoir dans une très bonne école de vente dans une boîte privée en fait, type à Microsoft, on t'explique comment vendre,
ou dans une très bonne école type commerce, tu vois, et un mix des deux. Le problème, c'est que personne n'incarne ça actuellement parce que les gens qui sont dans ce monde-là sont des gens qui ont souvent échoué dans les deux parties, académiques et professionnelles. Donc, c'est des très bons closers de vente en formation qui viennent. Il y a de la place en tout cas. C'est juste ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a de la place, tu vois. Bah, du coup, là, tu travailles sur lancer un programme justement pour amener quelque chose de différent. Ce serait quoi les piliers de ce programme-là? Qu'est-ce que tu inclurais dans ce programme-là pour justement amener quelque chose de différent de ce qui se fait aujourd'hui? Autour de quoi tu l'articulerais ton programme? Bah, je l'articulerai déjà euh, autour en fait d'un partage d'une culture assez vaste sur la vente. On va pas faire que du closing. On va parler de plein d'autres choses, même si tu veux juste être closer. On va regarder ce que c'est de la vente en B2B. On va regarder ce que c'est de la négociation. On va regarder ton rapport à l'argent, ton rapport à l'achat. On va regarder des choses qui ne sont pas juste le script de closing ou comment être un bon closer. Parce que si je te donne ces bases-là, tu vas être beaucoup plus à l'aise en réalité dans la vente que si juste je te casse le cerveau sur du closing. Donc moi j'ai envie d'avoir une approche un peu plus globale pour que les gens aient un vrai bagage culturel limite sur la vente. Parce qu'en France par exemple, on part vraiment avec ce handicap d'avoir des vrais a priori sur la vente et l'argent. Donc il faut créer une estime de la vente en réalité. Il faut que les gens tombent amoureux du métier, tu vois. Il faut qu'ils se disent que c'est incroyable, qu'il y a des vraies connaissances, que c'est peut-être pas une science, mais qu'il y a des choses à apprendre et à connaître. Moi, je pense que c'est vraiment ce qui fait que je suis bon dans la vente. C'est parce que j'ai touché à beaucoup de choses autour, en réalité, et que je connais tous les maillons, et que je sais ce que c'est d'être dans une boîte où tu passes par 10 personnes pour vendre, ou dans une boîte où ça se fait en 30 minutes au téléphone. Donc ça va être vraiment ça, en fait, cette approche globale. Et après, dans le style, j'hésite encore sur certains aspects. Euh, je me demande parfois si je dois pas faire passer un examen d'entrée, tu vois, comme dans une école. Parce qu'il y a des gens qui sont pas faits pour être vendeurs. En fait, il y a une boîte que je connais bien qui dit Anyone can sell. C'est faux. Je pense concrètement que c'est faux. Il y a des gens qui sont pas faits pour ça, qui n'ont pas le tempérament, qui ont trop de croyances. Et il leur faudrait en fait 15 ans pour qu'ils vendent. Donc oui, ils peuvent dans l'absolu. Sauf que les gens, quand ils mettent 3 000 $, 4 000 $, 10 000 €, peu importe, ils ne les mettent pas pour avoir un résultat dans 20 ans, quoi. Ils veulent maintenant, quoi. Donc, je réfléchis à pas mal d'axes. Il y a des aspects qui sont très clairs, des aspects qui sont encore un peu flous. Ce qui est sûr, c'est que je pense que via mon parcours et ma personnalité, ça sera différent quoi qu'il en soit. Donc voilà. Parfait. Hum, c'est quoi ton... Pour aller vers la fin de l'interview, tu te vois où? Et je sais que c'est vague comme question, donc Ouais. je vais la poser vraiment avec parcimonie. Demain, tu as l'opportunité de transformer des vies, de laisser une trace. Tu voudrais qu'on se souvienne de Kevin comment? Si, demain, si tu as 33 ans, tu as encore beaucoup d'années devant toi, tu es sportif, tu es jeune, tu es en bonne santé, tu aimes la vie. À 90 ans, tu nous quittes. C'est quoi ce que tu aimerais que les gens disent de Kevin? J'aimerais qu'ils se disent, c'est fou d'avoir fait autant de trucs différents en une vie. Ce serait quoi ces trucs? Bah, en fait, je considère que j'en ai déjà fait beaucoup, tu vois, des choses différentes. Je considère que j'ai vécu beaucoup d'émotions. On a tous la même range d'émotions, mais je pense que je les ai toutes vécues à une intensité où c'est très rare dans une vie de les vivre. Que ce soit la tristesse, la joie, l'amour, la peine, la haine, toutes ces choses-là. Euh, Tu vois, j'ai vécu en Chine, en Ukraine, à Varsovie, en Pologne. J'étais sous les bombes en Ukraine. Je sais ce que c'est d'avoir des personnes dans ma famille qui sont très malades. Je sais ce que c'est de perdre des gens que j'aime beaucoup. Je sais ce que c'est aussi d'avoir du succès et de me perdre dedans. Euh, j'ai eu plein de métiers différents qui sont très très différents. En réalité, j'ai fait du journalisme sportif, j'ai fait plein de trucs très différents. Donc pour l'instant, j'ai envie de me dire que déjà, j'aimerais qu'on si demain il m'arrive un truc, je ne le souhaite pas, euh, j'aimerais déjà qu'on dise ça. Et je me dis, putain, si on me rajoute 70 ans, ou 60 ans, ça va être quoi, tu vois? Enfin, ça va être quoi? Genre, j'aurais fait quoi en gros? Donc voilà. Dans le judaïsme, on dit que le bonheur, c'est de vivre le moment présent. C'est la seule définition qui existe, en tout cas. Et je me dis, si j'arrive à vivre le moment présent en ayant vécu à chaque fois des choses très différentes et intenses, j'aimerais que juste qu'on se souvienne de moi comme ça, en fait. En disant, il a vécu sa vie à une allure, c'était parfois fou, c'était tragique, c'était comique, c'était tout, mais c'était inspirant en tout cas. J'aimerais qu'on se souvienne de toi quand même, du coup. Euh, En fait, alors j'aimerais qu'on se souvienne de moi. En fait, j'en ai rien à foutre qu'on se souvienne de moi. Mais si on parle de moi, j'aimerais juste qu'on dise waouh, c'était intense quand même ce qu'il a fait. Genre vraiment, c'était très très intense ce qu'il a fait, ce qu'il a vécu, ce qu'il a pensé, comment il a évolué et tout. Ça voudra dire que j'ai vraiment fait ce que je voulais.
en gros. Ok. Du coup, s'il y a un mot que tu voudrais qu'on retienne de cette vidéo, ce serait quoi? Ou un message? Euh, ah là là. C'est un mot, un message, c'est un peu compliqué, mais je pense que parfois, pour les gens qui me connaissent un peu, qui me croisent, c'est compliqué de me connaître finalement. De connaître ma vie, de savoir vraiment ce que je Confirme. pense. J'ai souvent une poker face. Et je ne le fais pas naturellement, je pense que c'est une forme de protection. Donc je dirais que pour cette vidéo, que les gens se disent « Ah, c'était authentique, je savais pas tout ça. » Tu vois. Et j'ai peut-être envie de le connaître plus. C'est pas un ego trip. C'est juste que je pense que j'ai beaucoup plus à donner à des gens qui vivent parfois des choses peut-être magnifiques ou des choses douloureuses. Je pense que je suis passé par toutes ces étapes-là et que s'ils peuvent se reconnaître un peu dans ce parcours, si je peux être un soutien gratuitement, je serais content de le faire, quoi. Si ça peut les aider, why not, quoi. Et un message pour ceux qui nous regardent, pour conclure, le mot de la fin. Le mot de la fin, alors, n'oubliez pas que l'argent de vos clients est bien mieux dans vos poches. Ça, c'est le premier point. Parce que souvent, vous ne le pensez pas. Ça, c'est pour la partie vente. Et je le pense sérieusement. N'oubliez pas ça. Comme disait Uriel, la transformation passe par la transaction. Donc, vous les aidez quand vous leur prenez leur argent, en réalité. Après, il faut délivrer, bien sûr. Sur la partie vente, c'est ça. Sur la partie vie, etc., il n'y a pas de chemin prédéfini. Vous pouvez toujours passer et switcher d'un endroit à un autre. Ça dépend que de vous. Je pense qu'à travers ce que je vous ai expliqué, je le prouve en tout cas. Donc, suivez votre voix intérieure qui vous parle et qui vous dit plein de choses que vous aimeriez faire, mais que à chaque fois vous lui dites de la fermer. Suivez-la parce que sinon vous allez avoir 1000 regrets. Et les regrets, c'est pour les cons. C'est ce que je pense. Voilà. Sur ce mot de la fin, merci Thank you so Kevin. much, mec. C'est cool.